Ceci est un test, ceci est un test. Bonjour à tous, Philippe Proudhon du site devenir-rentier.fr. Donc pour fêter les 2 ans du site, je vous propose une vidéo formation intitulée Débuter en bourse, dont l'objectif va être de vous faire comprendre à quoi sert la bourse et quelles sont les 3 manières de gagner en bourse. Donc, première partie, pourquoi la bourse? Alors lorsqu'une société se crée, les actionnaires fondateurs vont apporter chacun un capital. Par exemple, si vous voulez ouvrir une boulangerie, vous pouvez mettre par exemple 10 000 euros et votre concubine va mettre 5 000 euros et donc vous apportez 15 000 euros à la société. Souvent, ce capital va être complété d'un prêt bancaire et donc par exemple, si vous avez apporté 15 000, la banque va peut-être vous prêter 30 000 euros. Et donc vous avez 45 000 euros pour débuter votre aventure avec cette entreprise. Quelques années plus tard, pour se développer, la société elle peut avoir besoin d'investir. Alors certes, si elle a été rentable, et on suppose que c'est le cas vu qu'elle a besoin d'investir, donc qu'elle a au moins été pérenne durant les cinq années, elle dispose donc d'une partie de la trésorerie qui a été mise en réserve et accumulée au cours des années, mais les actionnaires fondateurs, ils n'ont peut-être pas envie de réinvestir à nouveau, surtout s'ils se serrent la ceinture depuis 5 ans, et d'autre part, la trésorerie peut être insuffisante par rapport aux investissements qui sont engagés dans le futur. Donc là, la question c'est que faire? Donc la première option, c'est d'emprunter la somme nécessaire aux investissements. Mais déjà, cela suppose que les banques suivent, ce qui n'est pas forcément acquis selon les incertitudes sur la rentabilité des investissements engagés. Et d'autre part, même s'ils acceptent de vous prêter la somme, la solidité financière de l'entreprise peut être compromise, surtout si les investissements mettent plus de temps que prévu à porter leurs fruits, ou alors si les fruits sont plus petits qu'attendus. L'avantage de cette solution, c'est qu'on garde le contrôle de l'entreprise puisque les actionnaires restent les actionnaires fondateurs. L'option numéro 2, en fait, c'est d'ouvrir le capital à de nouveaux actionnaires tout en restant une société non cotée. Parce qu'on peut très bien ouvrir le capital à d'autres actionnaires sans s'introduire en bourse. Et donc il y a plein de sociétés, et même des très grosses, d'ailleurs elles sont souvent familiales, qui ne sont pas cotées en bourse. Par exemple, c'est le cas du groupe Auchan, du groupe Servier, dont on entend parler un petit peu négativement ces temps-ci, mais qui est quand même le deuxième laboratoire pharmaceutique français, ou encore le suédois Ikea. Donc une société peut très bien exister et croître sans être cotée en bourse. Alors l'inconvénient de cette solution-là, quand on fait intervenir de nouveaux actionnaires, c'est qu'en ouvrant le capital, on va perdre une partie du contrôle de l'entreprise. Bon, ça dépend du pourcentage qui a été ouvert, mais bon, c'est l'idée. D'autre part, les nouveaux entrants, en général, ils vont exiger une décote pour investir. Donc, c'est-à-dire que si la valeur départ de l'entreprise, elle vaut 100, en général, les nouveaux entrants, ils vont peut-être rentrer à 80 ou à 60, a fortiori s'ils ont une position minoritaire dans la société. L'avantage, par rapport à la solution où on avait emprunté à la banque, c'est que la structure financière de l'entreprise reste solide, même si le retour sur investissement est plus long qu'attendu, puisqu'il n'y a pas de dette à payer, et donc il n'y a pas non plus d'obligation de résultat, si je puis dire. Les actionnaires qui sont rentrés puis qui ont apporté le capital, ils ont le risque de perdre le capital si la société fait faillite, mais on leur doit rien entre guillemets. Et enfin, un autre avantage, c'est que les investisseurs dans le non coté, en général, ils ont une vision plutôt long terme, et donc ils sauront patienter même si les investissements tardent à porter leurs fruits. Alors l'option 3, et donc c'est celle qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo formation, c'est d'ouvrir le capital à de nouveaux actionnaires en s'introduisant en bourse. Donc on va retrouver un des mêmes inconvénients que pour la solution 2, c'est qu'en ouvrant le capital, on va perdre une partie du contrôle de l'entreprise, d'autant que les actionnaires peuvent privilégier parfois le court terme, les actionnaires des sociétés cotées. Un autre inconvénient, c'est que une introduction en bourse, c'est pas gratuit, et ça coûte environ 10% du capital levé. Un troisième inconvénient, c'est que vos comptes de résultats et bilans seront connus de tous, y compris vos clients et fournisseurs. Alors, si vous allez voir un fournisseur et que vous essayez de négocier une remise et que lui, il a eu accès à vos comptes de résultats et bilans et qu'il voit que vous êtes riche, ça va être plus difficile de négocier la remise. Alors, évidemment, les sociétés non cotées, elles sont tenues normalement de publier leurs comptes de résultats et bilans, mais on peut ne pas le faire et l'amende est ridicule, hein, c'est inférieur à 5 000 euros.
Donc il y a des sociétés qui préfèrent ne pas les publier, par exemple comme le groupe Amaury, qui gère le Tour de France, donc ceux-là on ne connaît pas leur compte. Alors que si vous êtes coté en bourse, en tout cas sur les marchés régulés, donc c'est un peu différent pour le marché en tout cas pour les marchés réglementés, sur les marchés qui sont juste régulés comme le marché libre c'est un peu différent, mais sur les marchés réglementés comme le premier marché, là vous êtes tenu de publier les comptes de résultats et bilans. L'avantage, donc ça va être le même que pour la solution précédente, la structure financière de l'entreprise reste solide, même si le retour sur investissement est plus long qu'attendu. Un autre avantage, c'est que être coté apporte de la notoriété. Un troisième avantage, c'est qu'en étant déjà coté, il sera plus facile de lever des fonds dans le futur. Et un quatrième avantage, en fait, c'est la liquidité. C'est que des nouveaux actionnaires peuvent rentrer, comme des anciens actionnaires peuvent sortir plus facilement que quand l'entreprise n'est pas cotée. Évidemment, toutes ces options ne sont pas exclusives et on peut très bien obtenir un financement à la fois auprès de sa banque et en même temps en faisant intervenir de nouveaux actionnaires. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle principal des marchés boursiers est d'aider au financement des entreprises au travers des introductions en bourse ou des augmentations de capital. C'est ça la raison première des marchés boursiers. Alors indirectement, ils vont participer aussi à fluidifier le marché des entreprises en favorisant les fusions, les acquisitions ou les scissions, et aussi au replacement de l'épargne à long terme. Par exemple, vous, moi, on peut investir facilement dans des grosses entreprises au travers des marchés boursiers, alors que c'est beaucoup plus difficile d'investir dans des sociétés non cotées. Et enfin, dans une moindre mesure, les marchés boursiers vont servir de baromètre plus ou moins fiable de l'activité économique à venir. Donc ça, c'est important, c'est à venir. Donc hélas, les médias, ils se focalisent beaucoup trop sur ce rôle, alors qu'en fait, c'est pas forcément un baromètre parfait. Et d'autre part, ils mesurent l'activité à venir. Et donc, parfois, c'est difficilement compréhensible pour les néophytes, mais quand vous avez une action qui va publier ses résultats et dont on attendait 15% de croissance, c'est déjà anticipé ça dans le prix de l'action. Donc si jamais l'action elle publie des résultats et où elle fait juste 14% de croissance alors qu'on en attendait 15, le cours va baisser. Et à l'inverse, s'il y avait une société par exemple dont on attendait une perte de 1 milliard et que finalement la perte annoncée n'est que de 500 millions, ben, le cours va monter. Alors parfois pour les néophytes c'est difficile à comprendre, mais en fait il faut raisonner en termes de prévisionnel et d'anticipation. Alors maintenant que nous avons vu à quoi servait la bourse, et donc que c'est pas forcément le casino que on veut bien nous faire croire, nous allons étudier le cours de bourse. Alors, une fois que l'entreprise a été introduite en bourse et le capital obtenu, qu'est-ce que représente exactement le cours de bourse? Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en dehors des introductions en bourse, la bourse c'est un immense marché de l'occasion, où les actions vont passer d'actionnaire en actionnaire. Donc, il y a toujours un vendeur et un acheteur. Donc, le cours de bourse, ça va représenter la cote de l'entreprise, comme l'Argus pour les voitures. Et comme pour les voitures, il y a des variables exogènes qui vont influencer le prix. Par exemple, pour les voitures, on a le kilométrage, le prix de l'essence, la facilité de revente, l'effet de mode. Et pour les actions, on peut avoir la pérennité attendue d'entreprise, les taux d'intérêt directeurs, la liquidité de l'action, ou même le comportement moutonnier des actionnaires. Donc tout ça va faire que le cours va des fois s'écarter de la valeur intrinsèque, si je puis dire, de l'entreprise. Et alors c'est ça qu'il est très important de comprendre et que souvent on a l'impression que les journalistes des médias n'ont pas compris, c'est que fondamentalement le cours de bourse n'a aucun impact sur la vie de l'entreprise. Une fois que le capital a été levé, le cours de bourse, l'entreprise, elle s'en fiche parce qu'elle a déjà eu le capital qu'elle avait attendu en levant qu'elle avait déjà levé en s'introduisant en bourse. Mais néanmoins, le cours de bourse va avoir des effets indirects. Par exemple, si la société a besoin de procéder à une nouvelle augmentation de capital, cette augmentation va forcément se faire à un prix inférieur au cours de bourse actuel. Donc si le cours de bourse est très bas, l'augmentation de capital va être fortement dilutive pour les actionnaires existants. A l'inverse, si le cours de bourse est très haut, ça va permettre de faire une augmentation de capital qui ne diluera pas beaucoup les actionnaires déjà existants. D'autre part, si les dirigeants ou les salariés sont actionnaires de la société cotée, c'est toujours plus motivant pour eux d'avoir un cours élevé, a fortiori s'ils ont des stock options.
Si le capital de la société est éclaté, un cours trop bas peut aussi amener une offre de rachat non sollicitée. Avec un cours élevé, la société peut aussi mettre la main sur une autre société à peu de frais, dans le cadre d'une offre publique d'échange. Et enfin, un cours élevé améliore positivement la notoriété de l'entreprise. Mais tout ça, ce sont des facteurs indirects. En fait, le cours de l'entreprise n'a pas d'influence directe sur l'entreprise. Et donc la capitalisation boursière n'a pas d'impact direct non plus sur l'entreprise. Et c'est normal, parce que la capitalisation boursière, en fait, c'est juste le nombre d'actions fois le cours de bourse. Or, le cours de bourse, c'est le dernier prix de transaction entre un vendeur et un acheteur. Par exemple, sur cette capture d'écran, vous voyez un cours de bourse de 133,10 €. Or, si vous regardez dans l'historique ici, en bas à droite, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le prix qui est indiqué ici, en fait, c'est le prix auquel a eu lieu la dernière transaction sur cette valeur. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'en fait, tous les titres, c'est-à-dire tous les titres qui composent cette société, il y en a 1 827 900, vont pouvoir être revendus au prix de 133,10. Et d'ailleurs, si on regarde le carnet d'ordre ici, et où on voit les quantités à l'achat, on voit que là, l'acheteur qui en veut le prix le plus élevé, on est déjà à 132,24. Donc on est déjà en dessous des 133,10. Ce qui fait que déjà quelqu'un qui posséderait 258 titres, donc on voit qu'ici il y a 258 titres qui sont à l'achat, s'il voudrait les vendre en totalité, il faudrait prendre tous les titres qui sont ici, et donc il y en aurait 10 qui seraient écoulés au prix de 131,4. Donc on est déjà loin des 133,10. Donc si vous avez 300 titres, en fait, sur votre compte titre, les 300 titres ils vont être valorisés à 300 multiplié par 133,10 €, ce qui fait 39 930 €. Mais en réalité, jamais vous ne les vendrez à ce prix-là. Et si vous deviez écouler vos 300 titres immédiatement, vous en obtiendrez un nombre inférieur. Et c'est exactement la même chose en fait pour la capitalisation boursière. C'est donc une valeur très théorique, puisque la capitalisation boursière, en fait, c'est juste 1 827 900 pour cette entreprise, multiplié par 133,10. Donc, la capitalisation boursière, c'est purement théorique. Et à nombre d'actions constant, si le cours passe de 133,30 à 100 €, soit une baisse de 25%, la capitalisation boursière va mécaniquement baisser de 25%. Mais aucun million ou milliard ne s'est envolé ou est parti en fumier, et aucun million ou milliard n'est sorti de l'entreprise. C'est un peu la même chose que si vous possédez un appartement, on va dire que le cours de bourse, ça pourrait être le prix au mètre carré dans votre quartier, et donc la capitalisation boursière, entre guillemets, de votre appartement, ce serait le nombre de mètres carrés de celui-ci, multiplié par le prix au mètre carré. Mais donc, ça reste une valorisation très théorique tant que vous n'avez pas un acheteur pour la totalité de votre appartement. Et de la même façon, si le prix au mètre carré diminue ou augmente, aucun euro ne sort de votre poche. Vous possédez toujours l'appartement et il vous rapporte toujours des loyers. Et donc c'est exactement le même principe pour une entreprise qui est cotée en bourse. Donc il est complètement faux de lire dans les journaux que quand il y a eu une baisse de 10%, il y a eu 5 milliards qui sont partis en fumée. Et rien n'est parti en fumée.